Bonjour tout le monde, bienvenue à l'atelier mécanique du vendredi. Et oui! Alors, ça va être André, je vais juste plugger le micro. Et voilà. Tout le monde m'entend? Tu me fais signe aussitôt qu'on a 800 000 auditeurs. Parfait. À 790 000, je peux commencer aussi. On va commencer plus lentement. Bon, plus sérieusement, aujourd'hui, ça va être les radiateurs, surtout qu'au moment où on se parle, quand vous écouterez cette vidéo-là dans 25 ou 30 ans, vous saurez la température d'aujourd'hui qui faisait dehors. Il fait à peu près 26, c'est très ensoleillé. Donc, le sujet va être plutôt à propos, c'est-à-dire les radiateurs. C'est, comment je dirais bien, c'est une source de discussion pratiquement infinie, les radiateurs dans les voitures anciennes. Parce que les voitures anciennes ont tendance à chauffer. Pour beaucoup, ils chauffent, puis souvent, le radiateur est connu comme le coupable sans même avoir eu de procès. Bon, on va essayer d'aider cette pièce-là, parce qu'elle me l'a demandé subtilement, vous comprenez. Aider cette pièce-là à avoir un peu plus de valeur un peu, puis de comprendre ce qui se passe parfois quand ça surchauffe, puis des fois, c'est pas de sa faute à lui du tout. Bon, la manière ça marche, un radiateur, bon, pas mal tout le monde est au courant, mais je pense que ça vaut quand même la peine de l'expliquer correctement. C'est que le liquide chaud qui vient du moteur a passé en général du bas du moteur vers les culasses, récupère ou absorbe toute la chaleur qu'il y a à l'intérieur, produite par la friction, produite par la combustion, tout ça. Et puis, la rejette vers l'extérieur, en général, par le haut. Bon, il y a des exceptions, je le sais, mais là, on parle en général, mais ça revient à peu près tout au même quand même. Alors, l'eau chaude est rejetée par le haut et s'en vient dans le radiateur par la partie ici du haut qu'on voit là. Le réservoir qu'on voit ici est conçu de sorte que l'eau puisse se répandre à peu près également partout parce qu'on a des petits canaux qu'on voit ici. On les voit tous très bien. Ils sont tous reliés par une espèce de grillage très très fin. Le grillage très très fin est là pour transporter la chaleur des canaux entre eux pour que l'air puisse après ça absorber la chaleur et la retirer. Donc, c'est un transfert de chaleur qu'on passe du liquide à aérien, si on veut. Mais ça fonctionne très bien. Maintenant, on a le réservoir d'en haut, qui est ici, qui essaye autant que possible, parce que c'est pas toujours vrai, là, mais autant que possible, de répandre le liquide jusqu'au bout de façon égale. Et puis, les canaux, eux, on va les voir mieux tantôt, mais les canaux, il y en a quelques rangées. Dans ce radiateur-là, on a à peu près 1, 2, 3, on a 4 rangées de canaux comme ça, qui sont indépendants. 4 rangées de canaux, 3 à 4 rangées de canaux, c'est pas mal la norme. On pourrait en ajouter ça d'épais, si on veut. Admettons, là, j'exagère, c'est sûr, mais on pourrait en ajouter ça d'épais. Mais ça ne donnerait pas grand-chose, parce qu'à un certain moment, ce qui risque d'arriver, c'est que la chaleur, l'air arrive de par ici. De par ici, par exemple, ouais, dans ce modèle-là, c'est comme ça parce que les tuyaux sont à l'autre bord. Si on en ajoute ça d'épais, les débuts très, très chauds vont finir par réchauffer ceux d'en arrière, puis en arrière, ils n'auront plus d'effet. Ça va juste prendre plus de liquide, prendre plus de place. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui sur les véhicules très récents des radiateurs en aluminium, mais qui sont très, très minces, qu'il y a beaucoup moins de séries de canaux. Mais en fait, c'est relativement logique parce que si on en ajoute puis que les derniers servent à rien, bien, il vaut mieux les enlever puis avoir une efficacité maximum avec ceux qui touchent directement à l'air au début ou à l'air frais. Bon, ça, c'est une affaire de régler. L'air passe à travers les petites ailettes comme ça qu'on voit en zigzag. Là, je ne sais pas si tu t'approches, on les voit bien. Là. Ces petites ailettes-là sont soudées au canot comme ça. Alors, la chaleur qui est dégagée par les canaux venant de l'eau chaude, s'en va au centre, puis l'air passe à travers ça, puis il récupère la chaleur pour l'emmener à l'extérieur, bien entendu, la retirer du moteur. En général, puis évidemment, c'est pas toujours partout pareil, mais on a une différence de degrés, mettez 20 degrés à peu près entre le haut et le bas. Vous pouvez en avoir moins, puis ça fonctionne très, très bien. Vous pouvez en avoir plus aussi, puis ça va aller très bien. Fait que faites-vous-en pas trop avec ça. Si vous faites un test, puis que vous n'arrivez pas à 20 degrés, c'est pas bien grave. Alors, l'air passe à travers de ça. On a une vingtaine de degrés qui changent entre le haut et le bas. Ici, on va prendre la lumière, ça aille mieux, je pense bien qu'on puisse voir. Je ne sais pas si on voit bien, là. Les canaux, les vois-tu bien comme ça? Bon, mais on voit bien la série de canaux, là. C'est des tubes, on ne dira pas rectangulaires, mais un peu.
Et puis le liquide, merci. Le liquide, lui, il part d'en haut, puis il s'en va en bas. Là, ce que vous voyez là, les canaux que vous voyez là, ils sont absolument propres parce que le centre du radiateur a été remplacé par un neuf. On appelle ça le faisceau, en langage de garage, le core. Bon, bien, le core a été changé. On a conservé les réservoirs du haut et les réservoirs du bas. Autrement dit, on peut conserver un radiateur dans son état d'origine puis changer le centre là où ça travaille le plus pour un centre tout neuf et plus performant. Lui, on l'a changé parce qu'à l'intérieur des tubes, c'était plein de calcaire tellement que, on dit du calcaire, mais je serais curieux de parler à un chimiste, là, mais le produit qui ressemble à du calcaire avait bouché pratiquement 80% de chacun des canaux. Fait qu'on ne peut pas s'attendre non plus à avoir un rendement maximum quand l'eau a de la misère à circuler. Si on a un débit d'1,5 gallon par minute, par exemple, entre l'entrée et la sortie, puis on a 1,5 gallon au début, puis qu'à la fin, on se ramasse avec 3/4 de gallon, c'est parce que le liquide ne circulera pas assez vite. Il va être plus lent à cause de la résistance causée par le fait que le radiateur est sale. Bon. Le radiateur est bien sensible aux bébites. Fait que si vous ne lavez pas votre radiateur de temps en temps et vous servez de votre véhicule, vous allez être surpris. Il y en a qui sont très faciles à voir, il y en a d'autres un peu moins, mais vous allez être surpris de voir comment, si vous ne l'avez jamais lavé, à quel point il va mieux une fois qu'il n'y a plus de bébites dedans. Les bébites, bien, on le sait c'est quoi, hein? C'est quoi? Ça vient s'écraser là, ça bouche une partie du passage de l'air. Puis, c'est correct, on a parlé des canaux que ça ne donne rien d'en mettre 12 d'épais. Par exemple, si on obstrue la circulation d'air à travers le radiateur, là, on se cause des problèmes avec ça. La surchauffe. La surchauffe des moteurs est causée souvent parce que le moteur lui-même, ses passages de liquide à l'intérieur sont bloqués. On a fait des vidéos là-dessus, on en a parlé. Plusieurs moteurs qu'on fait ici, on enlève les frost plugs pour aller voir à l'intérieur ou même les rincer si le cas échéant ou c'est bien sale. Je me rappelle d'une Plymouth 39 qu'on a eu ici l'année passée. On a fait une petite vidéo, on en a parlé. Il y en avait pour à peu près 4,5 pouces d'épais de merde où l'eau ne pouvait pas circuler. Quand bien même qu'on mettrait un radiateur en aluminium, 4 fans boostés sur le turbo, chromés, tout ce que vous voudrez, il va chauffer pareil. Parce que forcément, il y a des trucs qui ne vont pas avec ça. Là. Fait que tout doit être impeccable partout. Parce que ces moteurs-là, c'est vrai que comparé à aujourd'hui, ça chauffait. Évidemment, il y a des problèmes de construction un peu à l'époque, là, mais il reste quand même que c'est relativement résistant à la température ambiante chaude comme on a, par exemple, aujourd'hui à 26 ou 30 degrés. Symptômes. On va faire une mise en situation. Si vous avez, par exemple, une journée comme aujourd'hui, vous roulez sur l'autoroute, puis la température monte, bien, ce n'est pas un problème de flot d'air, à moins que ça soit vraiment, vraiment complètement bouché de bébites, là. Ou vous avez, ce que j'ai déjà vu une fois, des feuilles qui sont tombées par terre. Les feuilles ont été aspirées dans le radiateur, puis il restait rien qu'un petit coin où l'air pouvait circuler. Si la température monte pendant que vous roulez à vitesse d'autoroute ou à 50 000 à l'heure, disons, en ville, là, bien là, vous avez un problème. Vous avez un thermostat qui reste peut-être fermé. Vous avez, comme j'ai dit, là, il est vraiment sale, vraiment plein de bébites. Comme j'ai parlé tantôt, les feuilles, ça pourrait être une option. L'automne, si vous servez du véhicule tard, les feuilles, des feuilles mortes, ça peut être une cause aussi. Mais la plupart des vieux chars, pour la grande majorité, on a accès facilement au visuel de la façade du radiateur. C'est pas vrai pour toutes, mais pour une très, très grande majorité, fait que vous êtes capable d'évaluer rapidement s'il y a un problème. Sur l'autoroute, votre aiguille continue de monter. Vous allez vous inquiéter, c'est normal. Vous pouvez aussi avoir un problème de carburation, c'est-à-dire que votre mélange devient trop pauvre pour une raison causée par seul le carburateur le sait. Là. Bon, bien, si vous ramassez avec un mélange trop pauvre, puis que le véhicule fonctionne quand même bien, bien, vous avez des chances que le moteur vienne plus chaud, puis que le système ait de la misère à combattre l'excédent causé par le mélange trop pauvre. Mais là, c'est quand même un cas particulier. Ça arrive, mais c'est pas non plus fréquent. Bon, autre chose. Si, par exemple, vous roulez à vitesse d'autoroute, ça va très, très bien, vous n'avez aucun problème, vous accélérez, vous montez les côtes, il ne monte pas plus en température, la température est très bien contrôlée avec le thermostat, ça veut dire que, généralement, l'ensemble de l'œuvre fonctionne pas trop mal. C'est quand vous arrêtez sur une lumière, si votre aiguille commence à monter, c'est pas grave non plus.
faut pas s'énerver avec ça. C'est pas les véhicules d'aujourd'hui où l'aiguille est totalement immobile. Vous vous endormez presque au volant dans le trafic, puis 4 heures après, il n'a jamais surchauffé, c'est normal. Tout a été revu et corrigé dans les véhicules d'aujourd'hui. On a des culasses en aluminium, on a des pompes à eau qui tournent vachement plus vite, on a des radiateurs plus minces, en plus sont en aluminium, ce qui aide un peu. Alors, oubliez ça, il ne faut pas comparer avec ce que vous vivez avec votre véhicule d'aujourd'hui. Vous êtes sur une lumière, un feu de circulation ou dans le trafic. Inquiétez-vous pas si l'aiguille monte, c'est normal. Le liquide a ralenti grandement de circuler. Puis la plupart du temps, les sondes, ils sont généralement en fin de course de là où la partie, si tu veux, que le liquide est le plus chaud. Sur les V8, généralement, la sonde est en dessous du thermostat dans le V en avant, mais c'est parce que le liquide a passé par en arrière et est revenu dans l'autre sens. Sur les 6 cylindres, souvent, la plupart du temps, sont en arrière complètement, pas loin du cylindre numéro 6. Avec tout le chemin puis les obstacles que le liquide a à parcourir, il va forcément avoir un peu de ralentissement de débit, surtout au ralenti. Prenez par exemple ma Pontiac, quand elle est embrayée, le moteur tourne à 475 tours. La poulie de la pompe à eau est de la même dimension que celle du Vilebrequin. Ça veut dire qu'elle tourne pratiquement à 475 tours aussi. Il ne faut pas s'attendre que j'aille les chutes du Niagara qui circulent sur le cylindre numéro 6 en arrière, c'est normal. Mais ces moteurs-là, en fonte d'époque, sont capables de prendre des variations de température jusqu'à facilement 220 degrés. Si vous êtes pris dans le trafic et que le moteur continue de tourner, inquiétez-vous pas si la pression d'huile n'est pas tombée à zéro, là. Inquiétez-vous pas, là, vous n'êtes pas dans le trouble. C'est pas ça qu'on souhaite, même si vous avez un thermostat à 160, 170, 180. Mais le thermostat commence à ouvrir à 160, il commence à ouvrir à 170 ou il commence à ouvrir à 180. Il n'est pas complètement ouvert à cette température-là. Fait que c'est normal qu'on ait des variations de température. Fait qu'inquiétez-vous pas là-dessus. Si vous voyez votre aiguille monter, bien, c'est normal qu'elle monte parce que le liquide ne circule pas bien. Ce qui est bon de savoir, c'est que si vous partez, votre aiguille est très haute, le trafic se déploie un peu, ça se met à bouger. Aussitôt que vous commencez à bouger, si l'aiguille redescend, ça veut dire que tout est normal. Tout est normal, ça, on ne s'inquiète pas avec ça. Vous roulez, puis comme on disait tantôt, votre température continue de monter. Vous n'avez pas de feuilles mortes, vous n'avez pas non plus de toutes les devoirs et les leçons de vos enfants parce que vous avez passé dans la rue de l'école, puis il y en a un qui a échappé son sac d'école, puis tous les papiers sont là-dedans. Ou vous n'avez pas de moustiques, ou c'est très raisonnable, on va dire. Il faudrait peut-être penser au thermostat. Évidemment, on suppose que le moteur est propre. Là, je pointe là-bas parce qu'il y en a un dans mon champ de vision. Là. Mais vous supposez que le moteur est propre, puis qu'il n'y a pas les galeries intérieures sont vraiment, vraiment très propres. Alors, vous avez un thermostat qui ressemble à ça. Lui, il est un peu gros, mais c'est vraiment une forme typique. On a l'ouverture ici. Le liquide passe à travers cette ouverture. Là, présentement, il est fermé. Le ressort qu'il y a ici le fait fermer. Et puis, lui, il est dans le bloc moteur comme ça. Puis, quand le moteur est froid, bien, il est fermé. Pourquoi il est fermé? Simplement parce que on veut que le moteur se réchauffe plus vite. Ceux qui ont la fâcheuse habitude de penser qu'il faut enlever le thermostat pour que le char aille bien, dites-vous bien que, d'abord, vous êtes dans l'erreur. Puis deuxième des choses, les ingénieurs n'ont pas dépensé, ou les compagnies avec les ingénieurs n'ont pas dépensé du temps et de l'argent pour mettre un thermostat pour rien. Évidemment, ça, à l'époque, en 1950, si ça coûtait 10 cents à produire pour la compagnie sur 1 500 000 véhicules, l'argent était quand même assez rare dans ce temps-là. Je pense qu'il l'aurait éliminé si ça valait la peine. Ça veut dire que lui, il n'est pas la cause d'aucun problème, à moins qu'il soit défectueux. Ce que vous pouvez faire, si vous n'en êtes pas sûr, bien, on le met dans une pince comme ça, puis on se trouve quelqu'un qui est habillé comme ça. Et puis, on le fait chauffer. Vous allez voir, il va s'ouvrir ici. Là, on simule de l'eau chaude qui arrive par en dessous. Là, le moteur a réchauffé, vous l'avez parti. Bon, c'est beau, c'est beau. Là, il commence à réchauffer. Là, il a besoin d'avoir du liquide frais qui vient du radiateur pour se refroidir. Bien, il va finir par ouvrir. Bien, j'espère qu'il va finir par ouvrir avant Noël. Là. Il y a l'autre méthode aussi qui marche bien, c'est de mettre ça dans un chaudron, puis de mettre de l'eau, puis avec un thermomètre. Mais comme on connaît bien notre heat gun, on sait à peu près la température, on devrait être capable de voir quelque chose bientôt.
On le voit commencer à ouvrir. Là. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran. Il commence à ouvrir. C'est pas instantané non plus. Là. Il ne peut pas s'ouvrir et se fermer rapidement. Là. De la manière que c'est fabriqué, il est obligé de prendre un certain temps avant de s'ouvrir. C'est pour ça aussi que l'aiguille monte avec un rythme, je dirais, relativement lent. Et se baisse aussi une fois que vous allez... Ouais, c'est une bonne idée, ça. On va le faire fermer. Eh bien, si votre thermostat réagit comme ça, ben, on ne peut pas dire qu'il vous cause des problèmes. C'est sûr que quand on a des véhicules ici qui arrivent et qu'ils ont des problèmes de surchauffe, on va dire surchauffe sévère, une vraie surchauffe, parce que comme je vous ai dit tantôt, vous voyez votre aiguille monter parce que vous êtes dans le trafic pendant une demi-heure, c'est normal, là. Avec un moteur qui tourne 500 tours à peu près. On a parlé de la pompe à eau, mais j'ai oublié de vous dire que vous en êtes rendu compte probablement parce que je l'ai oublié, mais la fan, la plupart des fans sont mécaniques puis sont attachés après la pompe à eau. Fait que si la pompe à eau tourne à la même vitesse que le moteur parce que la poulie est de la même grosseur, ça veut dire que la fan tourne 475 tours, 500 tours. C'est vraiment pas vite pour un débit d'air là-dedans. Ce qui n'est pas mauvais, là, puis c'est vrai comme modification légère qu'on peut faire, ce qui n'est pas mauvais, c'est d'ajouter une fan électrique. Ça, c'est pas mauvais. Le problème, c'est qu'il ne faut pas reposer sur les épaules de la fan électrique tout le problème de la surchauffe, parce que dans le trafic, la pompe à eau ne tournera pas plus vite. Si vous êtes pogné embrayé puis vous accélérez pas le moteur, la pompe à eau ne tourne pas plus vite qu'elle tournait avant. Là. Fait que oui, vous pourriez installer une pompe électrique, pas une pompe, mais une fan électrique là-dessus. Ça va juste aider, puis ça va emmener de l'air frais aussi en dessous du capot pour aider la carburation à faire son œuvre un peu, parce qu'on sait que pour qu'un moteur soit performant, idéalement, il ne faudrait pas qu'il respire de l'air chaud. Mais bon, c'est pas grave non plus, il fonctionne pareil. Une autre composante très importante du système de refroidissement puis qui vous aide gros à ne pas avoir de surchauffe, en fait, c'est le bouchon. Le bouchon scellé comme celui-là, comme on est habitué d'y voir, est apparu, je dirais, probablement juste un peu avant la guerre. Au début, c'était juste un bouchon qu'on mettait là-dessus pour éviter que ça coule à terre, puis il y avait un tuyau à côté, comme on voit ici. Si on prend par exemple ici, il y avait un bouchon là, et puis s'il y avait du débordement ou du transbordement, ça coulait le long du côté. Puis bingo, il n'y avait pas de pression qui était bâtie là-dedans. Bon, les moteurs ont commencé à être plus performants à la fin, juste un peu avant la guerre. Très peu, mais après ça, après la guerre, par exemple, la puissance a explosé. De même que la chaleur aussi d'opération. Plus d'un moteur faible, puis plus qu'il se tient frais, c'est un peu logique, là. Alors, ce qu'ils ont été obligés de faire, c'est qu'avant, comme ils utilisaient l'eau comme produit pour réfrigérant, bien l'eau à bouille à 212 degrés, ça causait un problème parce que les moteurs, eux autres, quand ils ont commencé à prendre un peu plus de puissance, 212 degrés, ils l'atteignaient en opération très, très facilement. Ce qu'on voyait ici, c'était du débordement régulier. Fait qu'on manquait de liquide ici. Fait qu'il fallait laisser un espace assez grand au liquide dans le radiateur pour éviter qu'il déborde. Donc, on ne pouvait pas le remplir correctement assez. Fait les ingénieurs, c'était un peu simple là, parce qu'ils savaient déjà depuis longtemps, c'était que la pression atmosphérique au niveau de la mer est de X, Y, Z. L'eau bout à 212 degrés. Par contre, si on monte la pression atmosphérique, bien, l'eau va bouillir beaucoup plus tard. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des bouchons scellés, comme celui-là ou celui qu'on est habitué de voir. Et puis, ces bouchons-là vont, par exemple, là, on a un 16 livres, on a, lui ici, c'est écrit là-dessus. La plupart du temps, c'est écrit. 16 livres, on voit ça souvent. Mais dans les vieux chars des années 50, on voit 7 livres, 10 livres gros max. Mais après ça, on est tombé à 16 livres. Là, je me souviens plus du ratio, mais une livre de pression, ça monte XY d'atmosphère de plus. Fait qu'on est capable, par exemple, si on utilise juste de l'eau, bien, de la faire bouillir au lieu de 212, bien, à 225, puis à 230, puis à 240. Bon, il y a eu les antigels de Prestone, le fabuleux Prestone qui est arrivé en cours de route pour enlever la rouille. Ça aidait bien gros en n'ayant pas juste de l'eau.
mais ça aidait à garder le système beaucoup plus propre. Puis l'autre avantage du Prestone aussi qu'il y avait, c'était ça aide aussi à faire bouillir un petit peu plus tard, sans jouer nécessairement avec les pressions. Quand le Prestone est arrivé, bien, ça a permis de garder le moteur plus propre. Et puis, ça nous a permis de faire moins de déversement parce que ça va laisser passer, par exemple, 16 livres plus tard, ça va laisser passer le liquide en cas de surchauffe. Mais entre 0 et 16 livres, ça va garder le liquide à l'intérieur, puis ça va aider à faire fonctionner le véhicule un peu mieux. Ça va lui permettre d'aller en température plus haut sans faire de dégâts à l'extérieur. Quand lui, ici, décide de laisser passer l'excès de pression parce que vous êtes dans le trafic, les vieux véhicules avaient leur tuyau de trop-plein qui crachait à terre. Bon, évidemment, les compagnies, pas les compagnies, mais les gouvernements trouvaient que c'était une forme de pollution. Les compagnies ont dû mettre un petit réservoir pour le récupérer. Au début, c'était juste un réservoir pour récupérer le liquide qui pouvait transborder ou transvider. Mais après ça, ils se sont rendus compte que si le liquide a été rejeté, mais qui n'était pas ramené, bien, on se ramassait avec un déficit en haut du radiateur. Fait que les bouchons ont maintenant 2 valves, et depuis longtemps, c'est que lorsque on dépasse la pression de 16 livres, il va laisser échapper le liquide, il va sortir par le tuyau, il va s'en aller dans le réservoir. En sens inverse, quand que tout refroidit, il se crée un vide tout doucement, et un appel d'air de l'extérieur est fait par le bouchon, parce que tout refroidit. Quand ça réchauffe, ça expand. Quand ça refroidit, ça se rétracte. Bon, bien là, il y a une valve là-dedans qui s'ouvre, va prendre le liquide qui a été rejeté plus tôt et va remplir le radiateur. Fait qu'en réalité, quand on a un réservoir ici à côté, en général, à moins d'avoir des fuites, bien entendu qu'on a un problème, en général, le radiateur est toujours plein, puis notre réservoir d'expansion a, dépendamment son niveau, déjà prescrit par le manufacturier, bien lui devrait être, lui aussi, entre le minimum et le maximum. Dans un cas comme ça, on a un système qui fonctionne bien. Là, on va faire la démonstration de comment tester le bouchon. Ça prend un instrument spécial comme ça. Alors, on va pomper de la pression dedans. On va pouvoir voir l'aiguille. Là, on est déjà rendu presque à 15. À un certain moment, proche de 16, je ne serai plus capable d'en ajouter. Là, si on porte attention au bruit, là, on va peut-être entendre la soupape s'ouvrir. Même avec l'aiguille, je ne suis pas capable d'ajouter plus que 16, 16,5. Il s'ouvre. Ça veut dire que ça correspond très bien à la spécification qu'il y a décrit dessus. Et ce bouchon-là, en apparence, il est beau et il est fonctionnel, mais il peut ne pas être utilisé parce que ce qui est important pour que ça fonctionne bien, c'est son joint ici et son joint là. Le joint ici, c'est lui qui s'en vient dans le fond du goulot du radiateur. Puis c'est lui qui va retenir la pression pour empêcher le liquide de sortir. Autrement dit, quand on dépasse 16 livres, il se soulève comme ça. Il va se soulever comme ça. Puis l'autre joint ici empêche le liquide de passer par-dessus le goulot et sortir à terre. Il force donc le liquide à passer ici par le tuyau et s'en aller le cas échéant dans le réservoir d'expansion. Cette petite valve qu'on voit ici, c'est elle, quand le système se rétracte, laisse rentrer l'air, ou en fin de compte, l'air, oui, s'il n'y a pas de réservoir d'expansion, mais s'il y a un réservoir d'expansion, va laisser rentrer le liquide, puis le liquide va revenir à sa place. On parlait d'un exemple, ça c'est un beau bouchon de radiateur. On parlait d'un exemple d'un bouchon ordinaire qui ne gère pas du tout la pression, qui reste toujours en pression atmosphérique, c'en est un bel exemple. Lui, il sert juste à boucher le dessus du radiateur pour éviter que les mouches, les thons, les guêpes, les barbies, tout ça tombent là-dedans. Là. Il est là quasiment juste pour ça. Fait que ça allait bien parce que ça fonctionnait quand même bien. Les moteurs n'étaient pas puissants à cette période-là. Fait que les moteurs ne venaient pas très, très chauds non plus. Mais bon, comme on disait tantôt, au milieu des années 50, là, ça a été la rage, même au début. Ça a été la rage, puis on a vu les puissances augmenter, mais la chaleur aussi, il fallait qu'elle soit gérée de meilleure façon. Moi, je pense que j'ai fait le tour. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions aujourd'hui. Y avait-tu au moins quelqu'un qui regardait à part toi? Oui, plusieurs personnes. Oui, OK. Bon, bien, s'il y a quelque chose, on se reparle dans 2 semaines. Si vous avez des sujets, gênez-vous pas pour nous les soumettre. Puis sinon, bien, bonne fin de semaine à tout le monde.